est 13 h. Bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce mardi. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier lundi après un séjour en France. Séjour marqué par un dîner de travail avec son homologue français Emmanuel Macron. Leurs échanges ont porté sur les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, ainsi que les questions régionales et internationales. On en parle en ouverture de journal. En matière de commerce, zone UEMOA, l'instrument qui sert de mesure officielle de l'évaluation du niveau général des prix dans les 8 pays de la zone UEMOA, l'indice harmonisé de prix à la consommation de base 2014 a été actualisé, présenté par la responsable de l'Institut national des statistiques. On en parle également dans cette édition. Et puis en Turquie, le ministère turc des Affaires étrangères a convoqué les ambassadeurs de 10 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne, le Canada et la France, qui avaient réclamé dans un communiqué commun la libération du philanthrope Osman Kavala. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, nous le disions à l'entame de cette édition dans les titres, a regagné Abidjan hier lundi 18 octobre. Il séjournait en France, un séjour au cours duquel il a eu un dîner de travail avec son homologue français Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée. Sujet abordé entre les deux chefs d'État, les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, ainsi que les questions régionales et internationales, notamment la situation politique au Mali et en Guinée. Et dans le cours de l'actualité, sachez également que dans la nuit du dimanche dernier au lundi, la communauté musulmane a commémoré la naissance du prophète Mohammed. Comment les fidèles musulmans de Grand-Bassam et Bingerville ont commémoré cette naissance? Voyons cela avec Alassane Raboué Bintou Bekele. Cité balnéaire de Grand-Bassam, Adiatou Sanogo, imam de la grande mosquée et sa communauté en pleine lecture du noble Coran, à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Cette lecture, qui marque le début de la célébration du Maoulid, est suivie par des prières pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire, en présence des cadres et autorités de la commune. Ce même message de paix est également prôné à la grande mosquée Fatimat Zahra, toujours à Grand-Bassam. Moussa Dramé, imam principal de la dite mosquée, invite les fidèles à s'inspirer des valeurs du prophète de l'islam. Nous avons perdu un certain nombre de valeurs culturelles et morales, et j'allais dire même spirituelles. Il faudrait que nous revenions à nos anciennes valeurs pour que nous puissions vivre ensemble. Un appel soutenu par les cadres de la commune qui ont sillonné différents lieux pour exhorter les fidèles musulmans à multiplier les prières pour la paix et la cohésion. Partout il y a des prières, il y a des bénédictions pour véhiculer le message du président de la République, qui est un message d'union, de cohésion et de paix. Jean-Louis Moulot, premier magistrat de la commune, quant à lui, invite les uns et les autres au respect de l'autorité et à œuvrer pour vivre ensemble. Les livres saints nous invitent à prier pour nos autorités qui sont établies par Dieu. Et ce soir, nous avons également prié pour le chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara, prié pour la cohésion en Côte d'Ivoire, prié pour la paix. C'est par des prières et des bénédictions que la célébration de la naissance du prophète de l'islam a pris fin à Grand-Bassam. À Bingerville, la nuit de Maoulid est l'occasion pour les imams de la mosquée Awal d'instruire leurs fidèles sur l'importance de la mosquée dans la communauté musulmane. Un message bien perçu par les fidèles. Ils entendent œuvrer pour pérenniser les nobles valeurs du messager. Tous les enseignements que l'on peut tirer de sa vie, afin que nous puissions nous aussi nous en abreuver et que nous puissions utiliser cela comme étant des éléments d'orientation de notre vie au quotidien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous apprend l'islam. Tout bon musulman doit apprendre à connaître son prophète. Plus loin, à la mosquée de la Riviera 3, les imams sont largement revenus sur l'importance de la discipline, du respect des autorités et ont invité les fidèles à s'inspirer de la vie du messager de Dieu pour impacter positivement la Côte d'Ivoire. Le prophète Mohammed sallam ne distinguait pas entre les riches et les pauvres, les blancs et les noirs. Il était un homme juste. Donc c'est ce que nous devons voir en tant qu'Ivoiriens. En tant que musulmans, notre messager sallam était un homme de discipline et d'ordre. Et Dieu nous-mêmes nous recommande l'obéissance de l'autorité. Un message bien entendu par les fidèles. Partout, le message est le même. S'inspirer de la vie de Mohammed,
paix et salut de Dieu sur lui pour solidifier la fraternité et la paix entre les Ivoiriens. Et puis à suivre d'autres échos de cette commémoration de la naissance du prophète Mohammed avec les fidèles musulmans des villes de Méhagui et de Minyan. Jean-Marc Djadji, Issa Tchonoyeo. Plus d'une centaine de musulmans dans les mosquées de Méhagui commune et du village de Yipidé. Dans ces localités du département de Méhagui, ils font acte de dévotion au prophète Mohammed en ce jour, célébration de sa naissance, le 12 de Rabia al-Harwal, 3e mois de l'année musulmane. À travers des zikrs et des lectures du Saint-Coran, ces fidèles se souviennent des bienfaits d'Allah, le Dieu Tout-Puissant. Cette fête sonne comme une opportunité de prier pour le chef de l'État et de véhiculer des messages de paix et de solidarité entre Ivoiriens. La première prière même, c'est pour le président. Puisque si le président il est en bonne santé et il est en joie, ça veut dire nous les musulmans, on est contents, on peut faire nous travailler, on peut faire nous prier bien. Mais si le président n'est pas en bonne santé, il n'est pas en joie. Donc c'est voilà pourquoi que nos premières prières, c'est sur le président. Et on retourne maintenant pour le village et pour les paysans et pour tout le monde. La paix est très importante. Donc je voudrais que vous profitiez suffisamment de cette nuit pour faire beaucoup de prières et de bénédictions pour notre pays. Beaucoup de bénédictions aussi pour le département de Méhagui. La communauté musulmane du département de Méhagui est solidaire des actions de développement et de cohésion sociale déjà entamées par les autorités de la Nawa. Grande mosquée de Sokoro, les fidèles musulmans de cette sous-préfecture dans le département de Ménignan, région du Folon, sacrifient à la tradition du Maoulid. En ce haut lieu de spiritualité centenaire, ils ont commémoré la naissance du prophète de l'islam Mohammed. Des prières profondes ont été adressées pour toutes les grâces que Allah, le Très-Haut, leur a accordées. L'imam principal de cette mosquée, El Hadj Sissé Moussa, et l'imam Idara de Gbeleban, qui ont co-dirigé la prière, ont fait des bénédictions pour la communauté musulmane, le président de la République Alassane Ouattara, son gouvernement, les autorités locales élues de la région. Je voudrais faire des bénédictions soutenues pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, afin qu'il puisse avoir une longue vie, une santé de fer pour conduire le navire ivoirien à bon port. Le sous-préfet de Koro, Diané Seka Pamphile, exhorte l'ensemble de la communauté musulmane et toutes les populations à entretenir la cohésion et soutenir l'œuvre de développement local. Certains chantiers sont en voie d'exécution, d'autres sont en voie de finition. Donc j'ai souhaité que tout le monde se rassemble autour des élus pour que dans une symbiose d'action, tous ces chantiers puissent aboutir sous la conduite, bien entendu, du chef de l'État. Le Maoulid à Sokoro est toujours moment et joie de retrouvailles des filles et fils de cette localité. Musulmans pour la plupart, ils replongent dans les enseignements spirituels, l'histoire du prophète Mohammed et se réapproprient les valeurs en islam. Et dans la veine du souvenir, hier lundi, nous étions le 18 octobre 2021 et une messe d'action de grâce a été dite à la paroisse Saint-Jean de Cocody en mémoire du premier président de la République de Côte d'Ivoire, feu Houphouët-Boigny, né le 18 octobre 1905. Hier donc marquait le 116e anniversaire de sa naissance. Présence à cette messe, Madame Henri Conan Bédier et plusieurs autres partisans du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le président Félix Houphouët-Boigny, rappelons-le, est décédé le 7 décembre 1993. L'indice harmonisé de prix à la consommation de base 2014, c'est l'instrument qui sert de mesure officielle de l'évaluation du niveau général des prix dans les 8 pays de la zone UEMOA. Cet instrument a été actualisé et présenté par la responsable de l'Institut national des statistiques. Plus de détails sur les enjeux économiques de la mise en œuvre et de la mise à jour de cet outil de mesure avec Dangui Dangui. L'augmentation que les prix moyens des marchandises enregistrent au cours d'une année dans un pays s'appelle le taux d'inflation. L'instrument de mesure de cette inflation en Côte d'Ivoire a été actualisé et devient l'indice harmonisé des prix à la consommation IHPC de base 2014. La présentation de ce nouvel outil de mesure a été faite par l'Institut national de la statistique ce jeudi, devant les experts de la question et les représentants des consommateurs. Les prix à la consommation, ce sont des éléments très importants en termes d'analyse économique. Et cet outil rénové là
se rapproche plus de la réalité de l'évolution de la consommation. Après avoir présenté l'IHPC de base 2014 aux opérateurs économiques, aux partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire, l'Institut national de la statistique a expliqué les enjeux économiques de l'indice harmonisé des prix à la consommation IHPC de base 2014. Lorsque l'inflation est élevée, par exemple, quand le taux dépasse 3%, c'est insupportable pour les opérateurs économiques et les ménages. Au niveau des opérateurs économiques, les fonds et l'épargne surtout se fondent. L'indice harmonisé des prix à la consommation IHPC est un instrument qui sert de mesure officielle de l'évolution du niveau général des prix dans les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et parlons à présent de la culture du coton avec les chiffres que voici. En 2017, un rendement de 700 kg à l'hectare était enregistré. Aujourd'hui, le rendement du coton atteint les 2 tonnes à l'hectare et une prévision de 3 tonnes annoncée pour les années à venir. Pour booster les rendements, l'Intercoton, l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière à coton, met un accent particulier sur la semence. Une délégation de cette organisation a d'ailleurs visité des villages semenciers dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous rapporte Soro Corona. La production nationale du coton ivoirien était de 412 000 tonnes en 2017. Cette production a atteint les 550 000 tonnes l'année dernière, un rendement qui hisse la Côte d'Ivoire du coup au rang du 2e pays producteur africain. Cette hausse de la productivité de l'or blanc ivoirien est du fait des efforts consentis par les acteurs de la filière pour améliorer la qualité de la semence. Depuis 4 ans, un accent est mis sur les semences avec un rendement qui est passé de 700 kg à près de 2 tonnes à l'hectare. C'était autour de 600-700 kg à l'hectare. Mais depuis la première année, ils sont passés à 1 tonne 2. La seconde année, 1 tonne 3. Nous envisageons même cette année, si Dieu nous fait grâce avec le temps, on veut au moins 2 tonnes 5. Dans le bassin cotonnier ivoirien, plusieurs villages sémenciers ont vu le jour pour toujours accroître le rendement du coton à l'hectare. Sans la semence, il n'y a pas coton. Parce que c'est la semence qui va nous permettre d'avoir le rendement que nous cherchons. Tout à l'heure, je suis arrivé je suis vraiment très satisfait. J'ai vu vraiment le coton, c'est très bon. Je pense que la semence là, va nous permettre d'avoir le rendement que nous cherchons en Côte d'Ivoire. Pour voir de plus près le travail abattu par les producteurs, une délégation des Intercoton, organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton, a visité un village sémencier. Le président du conseil d'administration de l'Intercoton prévoit un rendement de 3 tonnes à l'hectare les années à venir. Mon objectif, c'est d'aller à 3 tonnes à l'hectare, même plus que ça. Parce que si le producteur a 3 tonnes, il gagne plus. Voilà, son revenu, il gagne plus. Le coton a rapporté 38 milliards de francs CFA aux producteurs ivoiriens la campagne précédente. Pour la future campagne, le kilogramme de coton va se négocier à 300 francs CFA. Et quittant les champs verdoyants de coton pour parler d'environnement, les acteurs de gestion de catastrophes membres du consortium regroupant 5 pays de la sous-région, dont la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Burkina Faso, ont été outillés au cours d'un atelier sur les techniques de prévention des catastrophes afin qu'ils puissent informer les populations sur les risques des catastrophes qui les menacent. Plusieurs techniques leur ont été enseignées. Noël Daniogo, Godefroy Kambawa. Selon les experts d'un cabinet d'études spécialisé dans l'étude des risques naturels, plus de 18 000 cas de catastrophes ont été enregistrés de 2001 à 2020 dans le monde. La fréquence des catastrophes naturelles a considérablement augmenté ces dernières années dans de nombreux pays économiquement faibles. Pour prévenir et sensibiliser les populations sur ces phénomènes, le consortium regroupant 5 pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Burkina Faso, le Bénin et le Ghana, unissent leur synergie pour outiller les agents techniques des partenaires et organisations de gestion des catastrophes au sein du consortium. L'objectif de ce projet, c'était d'améliorer l'efficacité de la surveillance, de l'évaluation et de la gestion des inondations en Afrique de l'Ouest. Il est important que nous puissions renforcer la capacité de nos partenaires pour que nos populations soient informées en temps réel.
Plusieurs techniques ont été enseignées au cours de cette formation, non seulement pour outiller ces acteurs de gestion des catastrophes, mais également prévenir les populations sur les catastrophes naturelles qui menacent leur environnement. Mettre des services que le citoyen lambda, surtout la population qui est vulnérable en saison de risque d'inondation, qui peuvent les utiliser pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir anticiper lorsqu'on aura des risques d'inondation. Raison pour laquelle nous avons développé des technologies qui est via l'utilisation de SMS ou via l'utilisation d'email. Nous allons au-delà en utilisant les canaux qui sont propres aux populations pour pouvoir véhiculer des messages. Les griots, dans certaines localités, dans certaines zones d'études, nous avons des radios locales, donc on pourra utiliser ces canaux-là. Le consortium, à travers ces techniques, veut diminuer les risques des catastrophes. Pour des raisons liées à la Covid-19, cette formation s'est tenue par visioconférence. Voilà, et puis sachez que le ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara, a procédé ce matin à l'université de San Pedro au lancement des activités académiques et à la rentrée solennelle 2021-2022 des établissements supérieurs de Côte d'Ivoire. Ce sont 7 universités publiques qui accueillent des milliers d'étudiants à San Pedro cette année. Ce sont 450 étudiants qui vont débuter les cours dans 4 unités de formation de recherche en agriculture, ressources halieutiques et agro-industrie, UFR Sciences de la mer, UFR Logistique Tourisme, Hôtellerie Restauration, UFR Sciences de la Santé. Les structures socio-éducatives de base du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant ont effectué la rentrée solennelle 2021-2022. Occasion pour la responsable de ces structures de dresser le bilan de l'année précédente et définir les orientations pour la nouvelle année qui débute. Des agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite ont été distingués à l'occasion. Franck Quadio. Des bouts de chou, 18 mois pour certains et 5 années d'âge pour d'autres, ils font montre de leur talent. Notre école compose 7 classes et 14 encadreurs. Entrepreneurs, maires, députés, ministres ou présidents, disons oui à l'autonomisation de l'enfant. Ces prestations d'enfants, pensionnaires de centres de protection de la petite enfance et autres établissements marquent officiellement la reprise des activités pédagogiques des structures socio-éducatives de base. La première responsable des structures socio-éducatives émet des doléances en vue d'améliorer les conditions de travail dans les centres de protection de la petite enfance ainsi que dans d'autres établissements. Il s'agira pour nous, cette année, de renforcer la communication pour une meilleure visibilité de nos structures de base et de nos actions. L'accent sera également mis sur le renforcement des capacités et le suivi, évaluation des activités des structures socio-éducatives pour les mettre aux normes. Avec pour mission protéger, éduquer et encadrer pour le bien-être des enfants, sans oublier l'autonomisation de la femme et l'épanouissement de la famille, il s'agit en somme d'offrir un capital humain de qualité. Représentant la ministre Nassidema Touré, le directeur de cabinet adjoint, exhorte donc à l'innovation. Pour cette année 2021-2022, Madame la ministre attache du prix au strict respect des instructions contenues dans les différents documents que nous appelons directives. L'inscription en ligne, qui est une innovation, est une exigence et un impératif. Tous les enfants pris en charge dans nos CPPE, CACE et crèches doivent impérativement être dans cette base de données que Madame la ministre compte suivre personnellement. Au Centre de protection de la petite enfance de Grand Bassam, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'est voulu reconnaissant à l'égard des agents qui font valoir leurs droits à la retraite. Outre cette action, plus d'une quarantaine de familles sinistrées, suite aux pluies diluviennes à Bassam, ont reçu des vivres et non-vivres en guise de soutien. Et dans l'enseignement supérieur, regardons ce projet qui porte sur l'appui à la création de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Projet signé entre le ministère de l'enseignement supérieur ivoirien et l'agence universitaire de la francophonie. Objectif de ce projet, mettre en œuvre les activités relatives au développement de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires de cette formation ouverte à distance sont bien entendu les étudiants. Patricia Omouitia. Cette convention vise à établir les fondements d'un partenariat novateur entre les deux parties dans les domaines académiques et scientifiques à travers la mise en œuvre d'un dispositif de formation continue auprès des enseignants des collèges de proximité en Côte d'Ivoire.
D'un montant de plus de 2 milliards de francs CFA, ce partenariat bénéficiera à 1973 enseignants, 251 encadreurs pédagogiques, 10 technopédagogues, à 4 techniciens et au personnel des directions techniques du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est une collaboration de plus de très haut niveau avec le ministère de l'Éducation. Nous avons déjà 2 grands projets que vous connaissez, qui est IFADEM depuis quelques années et puis récemment un autre grand projet qui s'appelle Apprendre, toujours dans un objectif de former encore mieux les formateurs parce que la qualité de l'école passe d'abord par la qualité des enseignants. Nous avons déjà bénéficié pour 26 000 enseignants, puis 29 500. Aujourd'hui, nous en rajoutons 2 000 et petit à petit, l'ensemble des enseignants de Côte d'Ivoire seront bien formés avec un renforcement des capacités, une formation continue pour le bonheur des élèves de Côte d'Ivoire et pour le bonheur des parents et des familles et de la nation ivoirienne. Cette collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et l'Agence universitaire de la francophonie AUF s'inscrit dans le cadre du programme Apprendre qui vise à accompagner les pays francophones dans l'amélioration de la formation et du développement professionnel des enseignants. Reportage signé Patricia Omouitia. Le Fonds des Nations Unies pour la population, avec l'appui des Affaires mondiales Canada, a organisé un atelier pour faire le bilan de ses activités menées dans le cadre du projet dénommé Droit à l'éducation inclusive et au maintien des filles à l'école. Ce projet vise de donner la chance à tous les enfants de Côte d'Ivoire et en particulier aux jeunes filles d'être scolarisées. Evelyne Yeboué. L'éducation de la jeune fille, une préoccupation pour le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA et ses partenaires. Après 2 ans de lutte contre la faible scolarisation des jeunes filles, cette organisation, à travers son projet Droit à l'éducation inclusive et au maintien des jeunes filles à l'école, fait le bilan à mi-parcours de ses activités. Les résultats, au-delà, je veux dire, de nos attentes qu'on a pu obtenir, c'est grâce à l'appropriation du gouvernement. En termes de perspective, nous avons développé cette application Chance pour la dénonciation systématique des cas de violence basés sur les genres, où les survivantes sont géoréférenciées. On n'a plus besoin d'aller chercher un parent. Automatiquement, les cas de violence basés sur les genres et les cas de mutilation génitale féminine et les mariages d'enfants pourront être systématiquement dénoncés. De nombreuses jeunes filles ont bénéficié du projet depuis sa création il y a 2 ans. Il est implémenté dans 12 communes, entre autres Bondoukou, Boaké, Diglo et Abobo. Je suis présente pour vous dire merci pour les dons que nous avons reçus. Parce que ce n'est pas facile pour tous les élèves d'aller à l'école. Grâce à ce cahier, nous pouvons étudier, nous donner la main vraiment, mettre le cœur à l'école et espérer un avenir meilleur. La scolarisation de la jeune fille est un chantier important pour la tutelle. Partant d'un taux de 42% à plus de 80% aujourd'hui, on ne peut que féliciter les acteurs de ce programme. Ce programme est véritablement bienvenu. On veut maintenir la jeune fille à l'école et pour qu'elle y arrive, il faudrait qu'on lui donne les capacités de pouvoir justement le faire. En collaboration avec les Affaires mondiales Canada, le Fonds des Nations Unies pour la population a initié le projet Droit à l'éducation inclusive et au maintien des filles à l'école en décembre 2019. Un reportage d'Evelyne Yeboué commenté par Didier Nguessan. Et puis, mesdames et messieurs, il faut continuer de faire attention. La Covid-19 est toujours présente dans notre pays. À suivre l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier, lundi 18 octobre 2021, 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 1977 échantillons prélevés, soit 1,7% de cas positifs, 88 guéris et 3 décès. À la date donc du 18 octobre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 61 072 cas confirmés, dont 59 535 personnes guéries, 685 décès et 852 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 062 889. Le 17 octobre, 18 951 doses de vaccins ont été administrées. Le ministre de la Santé invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, qui reste gratuite
et volontaires. Et on poursuit le cours de cette édition avec les professionnels des médias qui sont invités à faire des productions sur la tuberculose en vue de sensibiliser les populations au danger de cette pathologie mortelle. C'était au cours du lancement officiel des Awards des professionnels des médias sur la tuberculose. On en sait plus avec Astou Touré, Daniogo. Journée récréative pour les orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH et de la tuberculose. Ce moment de fraternité et de convivialité est rendu possible grâce à Alliance Côte d'Ivoire, une ONG qui lutte aux côtés du gouvernement contre la tuberculose, le VIH et d'autres fléaux. Ce sont des enfants qui, au quotidien, ont du mal à avoir des repas équilibrés. Donc, leur offrir un repas chaud, un repas complet, leur offrir également des kits alimentaires permettrait d'assurer au moins pour un temps une alimentation correcte. Une action qui se tient en marge du Moulou Festi, un rendez-vous annuel qui réunit les populations de San Pedro. Ambassadeur dans la lutte contre la tuberculose, l'artiste Moulou Koko DJ veut apporter sa contribution à la lutte contre le VIH et la tuberculose. J'ai décidé de me rendre utile pour les autres et je suis à fond avec les différents organes de santé pour vraiment apporter ma pierre à l'édifice à travers des campagnes de sensibilisation pour pouvoir permettre aux uns aux autres de se sentir mieux. Des dons ont également été remis aux patients malades de tuberculose. Depuis le début de la pandémie, notre partenaire, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, a accepté que nous puissions leur offrir des kits alimentaires pour leur permettre au moins de se nourrir correctement pendant la période de traitement. La Côte d'Ivoire se classe parmi les 20 pays affichant le taux de VIH et de tuberculose les plus élevés et ayant un fardeau pour la tuberculose. 13% des patients tuberculeux sont réinfectés par le VIH. Ce clin d'œil dans votre journal au FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui s'est ouvert depuis samedi dernier au Burkina Faso, pays des hommes intègres. La Côte d'Ivoire marque sa présence au marché international du cinéma et de l'audiovisuel, est présent à Ouagadougou. Depuis l'ouverture de ce festival, notre reporter Serge Coléa, nous pourrons suivre son reportage dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale, au Nigeria, des dizaines de personnes ont été massacrées dans l'attaque du marché de Goruya, situé dans l'état de Sokoto. Ce marché a été envahi par près d'une centaine de personnes armées. Selon les autorités, c'est la deuxième attaque qui donc survient en moins de 2 semaines dans cette région, en proie à une violence grandissante. Et on poursuit le tour de l'actualité avec cette information. Le ministère turc des Affaires étrangères a convoqué les ambassadeurs de 10 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, la France, qui avaient réclamé dans un communiqué commun la libération du philanthrope Osman Kavala. Ce dernier est emprisonné depuis 4 ans, tandis que les représentants de ces pays étaient convoqués à Ankara. Le ministre turc de la Justice les a accusés d'avoir dépassé les limites. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.